projet et surtout la transformation de ces Bruxelles des proximités, les Bruxelles des débuts de nuit. Comment vous abordez donc dans votre mandature cet aspect? Alors, c'est vrai que j'ai fait campagne électorale en 2018 sur la ville à 10 minutes, qui est un concept qui avait été développé quelques années avant lors d'un plan de développement pour réfléchir à justement comment repenser la dynamique urbaine. Alors, peut-être deux petites introductions sur ce qu'est Bruxelles. Bruxelles, c'est une ville très riche, mais dans laquelle les quartiers les plus populaires et les plus précarisés sont dans la ville. Donc, en gros, on n'est pas dans un schéma comme vous pouvez connaître en France, sur des banlieues plus précarisées. Nos banlieues, comme on dit souvent, sont dans la ville. Et donc, ça veut dire que à la fois, on a produit un PIB par habitant extrêmement élevé, mais qui ne se reflète pas toujours dans la population. On a des quartiers extrêmement riches à Bruxelles, mais aussi extrêmement pauvres, et parfois qui sont distants de 2 rues. Et donc, le débat de pourquoi le concept de cette ville du quart d'heure ou à 10 minutes, de nouveau, comme je dis, on n'est pas à 5 minutes près, était important, c'est d'abord sur l'affiliation des gens dans leur quartier. Donc, c'est-à-dire que de savoir que quand un pouvoir public investit, OK, il investit pour faire quoi? Et en fait, il est de mettre toutes ces infrastructures publiques, que je résume souvent, crèches, écoles, centres sportifs, centres culturels, espaces verts, magasins, transports en commun, c'est un peu les 7 clés que l'on essaye de faire un peu partout, de dire, mais dans le fond, on n'oublie pas. C'est d'abord ça, c'est cette affiliation-là de dire, je vais rester dans ce quartier parce que c'est pas un quartier que j'ai envie de fuir, parce que c'est un quartier où je n'ai pas d'équipement. De toute façon, si je veux trouver quelque chose, un emploi, un avenir pour mes enfants, un endroit pour me détendre, je dois le quitter. Donc, c'était d'abord cette affiliation du quartier. Alors, le danger par rapport à ça, c'est évidemment de dire aux gens, mais attention, on doit aussi favoriser la mobilité interquartier. Il ne faut pas que les gens restent calés dans leur quartier. Le troisième aspect, évidemment, c'est que quand vous créez une densité vertueuse. Donc, les gens ont peur de la densité aujourd'hui. Ils se disent, soit c'est des tours, alors j'ai peur des tours, quoique on pourrait en reparler, soit si c'est dense, il n'y a plus de place pour moi, il n'y a plus de place pour l'humain, il n'y a plus de place pour la rencontre. C'est là que le débat sur l'espace public est fondamental. Toutes les villes européennes travaillent sur la place de l'automobile, c'est pas contre la voiture et uniquement contre la pollution, c'est qu'en fait la voiture prend beaucoup de place et qu'à un moment donné, elle prend trop de place par rapport à ce qu'elle est utilisée. 95% du temps, la voiture, elle est à l'arrêt. Et donc, le problème, c'est pas qu'on est contre ce mode de déplacement, on pourra en parler des heures, c'est surtout qu'on a besoin d'espace pour le reste de la population. Le Corona nous l'a montré, la crise de la Covid nous l'a montré que les gens ont besoin d'espace. Et donc, derrière tout ce concept-là, c'est à la fois ce concept d'affiliation, mais aussi le fait de redonner une dynamique urbaine qui donne envie aux gens d'habiter en ville. Tout à fait. Mais, monsieur le maire, c'est vrai que ce concept de densité a fait peur aux gens, mais je disais dans une interview que j'ai donnée il y a quelques jours à la presse française que, d'une part, la densité, ce n'est pas un gros mot, et qu'on confond densité et promiscuité. La promiscuité est un vrai problème. Parce que c'est des espaces par mètre carré et inhumains par habitant en quelque sorte, parce qu'on n'arrive pas à satisfaire ses besoins vitaux. Mais ce que j'appelle la densité organique, c'est-à-dire une densité à l'échelle humaine, elle est indispensable si on veut mutualiser les services et offrir effectivement cette capacité à avoir des crèches, des services de santé, des lieux pour faire ses courses, des théâtres, des cinémas. Donc, et je partage avec vous pleinement le fait que cette densité, on en a besoin et que le risque est plutôt de prendre la ville du quart d'heure ou la ville de 10 minutes et comme un retour au village. Moi, j'ai dit que ce n'est pas un retour au village parce qu'on ne veut pas être enfermé dans 10 minutes ou un quart d'heure. On veut satisfaire des besoins importants pour gagner du temps, pour ne pas se déplacer inutilement et pour se déplacer quand on veut, où l'on veut, par la suite. Et donc, cette notion de reconquête de l'espace public, je partage pleinement avec vous, elle est vraiment essentielle. C'est une chose importante, vous dites quelque chose d'important, la densification ou la ville du quart d'heure n'est pas le retour au village. Vivre en ville, ça n'est pas un village. Le village a ses vertus, mais la ville, c'est autre chose. Vous dites quelque chose qui est assez important, qui est symbolisé je suis dans une phrase d'un urbaniste français qui est Philippe Estébé, que j'aime assez bien, quand il dit on doit créer des quartiers qui ne sont pas des NAS, mais qui sont des SAS.
Première chose, au-delà de la circulation automobile, l'isolation des bâtiments. Donc, on a beaucoup développé des primes par rapport aux propriétaires, qu'ils s'équipent, qu'ils isolent les bâtiments. On a un peu oublié les bâtiments publics, c'est en train d'être le cas. Et alors, on a un grand plan qui s'appelle les oubliés du climat. C'était les locataires, notamment de logements sociaux, qui sont en fait ceux qui subissent 2 fois la crise climatique. Ils la subissent d'abord parce que les endroits où ils vivent polluent énormément. Je vous rappelle que 40% des gaz à effet de serre, c'est le chauffage. Mais en plus, leur facture d'électricité et de chauffage devenait plus importante que leur loyer. Au-delà de cela, sur l'espace vert, et les espaces partagés, bon, au-delà des plans canopés qui ont été développés à la ville pour avoir plus d'arbres, pour avoir plus de respiration, c'est en fait la reconquête de l'espace public dont vous venez de parler. Aujourd'hui, ça ne marchera que si on accepte que quand on vient en ville, on va plutôt se parquer si on prend sa voiture dans un parking. Et surtout, on a hiérarchisé les modes. Donc, on considère qu'il y a un débat qui dit qu'il ne faut pas opposer les modes de transport. Mais ça ne marche pas, ça. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas gagner plus de place. Donc, on dit, nous, c'est 1, les piétons, 2, les vélos, 3, le transport public, 4, la voiture. Donc, dans mon discours, je ne suis pas contre la voiture. Mais si vous venez en voiture, vous ne serez pas prioritaire. Et si vous venez en voiture, vous devrez aller au parking. Mais il y a un concept sur lequel il faut faire très attention, c'est ne pas négliger le transport public. Faut pas que le vélo est hyper important. On a vu les Corona-pistes, on a développé ça aussi à Bruxelles. Il y a plus de 40 km de pistes cyclables qui ont été créées et c'est un succès. Mais n'oublions pas le transport en commun. Et là, la France a été d'ailleurs un vrai moteur en termes urbains. On peut penser à Strasbourg et son tram, on peut penser évidemment à la ville de Bordeaux, à Montpellier. Tout ce qui a été créé par rapport à ça sont des succès. Mais toujours au début, il y a une résistance sociétale qui existe. Mais j'ai l'impression que l'accélérateur est vraiment intéressant parce que ça va plus vite qu'avant. Il y a une adhésion qui est plus large. Je pense que vous avez raison également sur l'aspect générationnel qui aujourd'hui est en train de créer une pression également. Il ne s'agit pas de construire un musée du Louvre tous les quarts d'heure ou un atomium tous les quarts d'heure, un hôpital tous les quarts d'heure. Ça, c'est ce que nous appelons les déplacements, on va dire, occasionnels. Heureusement, on ne va pas à l'hôpital tous les jours, on ne va pas non plus au Louvre tous les jours, on ne va pas à l'atomium tous les jours. Donc, nous voulons favoriser une proximité heureuse qui permet accéder aux besoins essentiels de cette proximité et ensuite, effectivement, avoir une ville maillée, et que ce soit un vélo ou un transport en commun, comme vous l'avez parfaitement bien dit, et qui nous permet d'avoir cette ville polycentrique, cette ville multiservicielle. C'est à l'échelle de toute la ville. Et je voulais avoir votre sentiment post-Covid et dans nos villes, une ville comme Bruxelles, qui est une ville également très internationale, et par rapport au travail, est-ce que cette notion du travail, la première fois où je n'ai parlé des villes des quarts d'heure, c'était durant la COP 21, donc 5 ans et demi, quand j'ai dit il faut qu'on ait un nouveau chrono-urbanisme. Et on m'avait dit, Carlos, ton idée est très bien, mais on ne pourra jamais travailler près de chez soi. Il faut que les gens fassent 1 heure s'il le faut, parce que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Comment vous voyez donc dans votre ville cette mutation concernant nos manières de travailler qui permet peut-être d'aller à la naissance des nouvelles proximités? Alors, je les vois positivement et j'y vois aussi un risque. Je vais m'expliquer. Je pense que vous utilisez une expression qui est une expression maintenant qui rentre dans le langage commun de développement urbain, qui est le chrono-urbanisme. Je pense que c'est intéressant de voir qu'on va multiplier les fonctions pour des lieux qui normalement étaient dédicacés qu'à une seule fonction. Pour monter la ville du quart d'heure, l'exemple qui est toujours pris, pourtant il y a beaucoup de freins, ce sont les écoles. Les écoles, en fait, elles sont vides la moitié de l'année. 180 jours d'école par an, il y a en France, en Belgique. Donc, ça veut dire 180 jours où il n'y a pas d'école. Il y a des grosses infrastructures, des salles de sport, des salles de réunion, des salles de répétition, que sais-je, qui sont vides. Or, aujourd'hui, je reviens sur ma théorie du partage, on ne pourra pas construire des salles de sport partout parce qu'en fait, elles existent déjà. Le danger, c'est le travail qui ne s'arrête jamais. Donc, il ne faudrait pas qu'on tombe dans une espèce de névrose où les gens sont en fait tellement connectés qu'en fait, il y a des réunions tout le temps et que le chrono-urbanisme fait qu'en effet, certains commencent à 10h, d'autres à midi, mais en fait, les journées s'allongent. Là, je vais prendre un peu ma casquette de social-démocrate et de dire que, attention, il faut du temps pour le loisir, il faut du temps pour la famille, et puis il y a un temps pour le travail qui est important. On se rend compte du temps immensément perdu qui permet d'encadrer le travail à l'école des enfants, de permettre d'avoir un peu de détente, d'aller faire du sport, de s'entretenir aussi physiquement. Je vous ai expliqué les écoles, de plus en plus on les construit
avec la salle de sport qui est à côté, pour que ce soit pas la même entrée, parce que vous avez mais les concierges peuvent pas tout gérer. Ben, ok, mais on va construire la salle à côté. Aujourd'hui, on va devoir reconvertir des bureaux, sans doute en logement, parce qu'on aura équipé les quartiers et que des gens viennent. Donc, on va devoir demander au monde de l'immobilier aussi de penser des lieux à 20 ans, à 30 ans, parce que c'est ça aussi le développement durable, d'arrêter d'être en démolition, reconstruction permanente. Par ailleurs, sur le géographe et la connaissance de la ville est essentielle et fondamentale. Je suis ravi que le bourgmestre de Bruxelles l'exprime parce qu'on en a vraiment besoin. Quel message vous pouvez transmettre à l'ensemble de nos collègues qui nous observent aujourd'hui et qui vous écoutent, et donc sur la France, mais également sur l'Europe? Comment vous avez bâti cette volonté? Vous avez effectivement parlé de votre vision social-démocrate et qui va aussi avec une vision écologique et une vision humaniste, en fait. Ce sont des valeurs fortes aujourd'hui portées par des villes comme Bruxelles. Et comment vous voyez cet avenir aujourd'hui à l'échelle de l'Europe? Il y a un domaine dont on n'a pas encore parlé qui est pour moi le plus essentiel et qui est en fait ce qu'ont toujours été plus ou moins les villes, ce sont les cités de la connaissance. Donc, le premier budget de la ville de Bruxelles, c'est l'enseignement. Et dans les étapes urbaines, Bruxelles a une grande étape qui était de reconnaître et d'assumer d'être une ville internationale, ce qu'elle avait du mal à faire. Aujourd'hui, on est la ville la plus cosmopolite du monde après Dubaï avec 184 nationalités. Et donc, c'est assumer Absolument. Chaque euro qu'on investira dans l'école, dans l'université, dans les hautes écoles, dans les formations, on voit que ça a un effet immense dans les quartiers. Et en délocalisant les campus, en donnant des identités à ces campus, en donnant une dynamique urbaine, ce n'est pas des campus fermés sur eux-mêmes. Mais s'il y a vraiment une chose qui est notre fil rouge, au-delà de l'équipement de nos quartiers, comme on vient d'en parler ensemble, c'est vraiment partout où on peut implanter des écoles et des établissements d'enseignement aussi de ce qu'on appelle de promotion sociale, des personnes qui font une deuxième carrière, une deuxième formation. C'est pour nous le développement de nos villes, parce qu'à travers l'échange, c'est vraiment cet échange sur la pédagogie et sur l'enseignement et sur le fait de pouvoir mieux se former à la vie tout simplement qui fera notre développement. Nantes est très très observée au niveau européen, particulièrement au niveau belge, et que sa rénovation urbaine nous donne envie. Donc je veux dire que franchement, c'est une ville qui a fait une conversion absolument incroyable, et il est rare qu'il y ait une discussion sur le développement urbain sans qu'on parle de la ville de Nantes, et donc je veux saluer nos amis nantais. Je vous dis, monsieur le bourgmestre, chapeau, bravo. Et donc, on est très fiers d'écouter votre discours, mais également votre engagement, puisque ce n'est pas que des paroles, c'est des transformations très concrètes que je salue et j'ai toujours salué. Je suis très heureux de pouvoir faire cet échange avec vous.